Après avoir diagnostiqué le secteur agricole en particulier et l'économie en général, venons-en aux solutions pour relancer ces secteurs capitaux pour les économies africaines. Ainsi, excellente réception à vous qui nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Comment vous portez? Très bien. Alors nous vous disons bienvenue pour les seconds numéros de l'émission. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Alors, pourquoi pensez-vous que la seule solution apportée à ce secteur agricole est les réformes? Oui, lors de la dernière émission, nous avions relevé que les pays africains n'ont pas atteint les résultats en ce qui concerne les objectifs millénaires du développement. Particulièrement en Afrique, il y a encore 48% de la population qui vit dans l'extrême pauvreté. Et en ce qui concerne notre pays, les bilans économiques a été mitigé. Nous avons proposé le système coopératif qui permet à ce que nous puissions ensemble, avec les populations à la base, de manière intégrée, amener la levée de ces obstacles à la croissance de l'Afrique. C'est comme ça que dans cet ouvrage, nous avons proposé des systèmes coopératifs comme moyen de sortir de ces carcans de structures déjà dépassées et de entraves à l'esprit d'entreprise qui empêchent les communautés rurales et les secteurs informels d'être performants et d'amener le développement dans notre pays. La croissance aujourd'hui ne suffit plus, vous le savez, à résoudre les différents problèmes, que ce soit de la pauvreté ou encore de l'environnement et le reste. Vous pensez réellement que la seule solution apportée à ces secteurs agricoles et les systèmes coopératifs? Le système coopératif permet justement que la croissance que par exemple, notre pays connaît depuis l'année 2000, que les effets de cette croissance atteignent même les communautés rurales. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir le lien entre le taux de croissance et... Comment est-ce que le taux de croissance peut être positif alors que le chômage ne cesse d'être à l'augmentation? C'est inexplicable. Qui produisent quoi et comment on arrive à cette croissance? Oui, parce que l'économie, nous l'avions dit lors de la dernière émission, que le système est dualiste. Il y a le secteur moderne et le secteur traditionnel et informel. Et donc, il n'y a pas de lien entre les deux. Il y a rupture. Il y a même les centres, la campagne est éloignée et marginalisée par rapport à la ville. Donc, ce qui fait que les effets de croissance dans le secteur moderne ne sont pas induits au niveau des communautés rurales. Parce que, en fait, les communautés rurales ne sont pas organisées pour le faire. C'est pourquoi on propose des systèmes coopératifs. Parce que les systèmes coopératifs permettraient justement de réunir exceptionnellement, particulièrement les agriculteurs, parce que les pays africains ont une vocation agricole. En réussissant à rehausser, à relever les rendements dans les secteurs agricoles et donc les revenus, et en réorganisant les marchés agricoles au niveau local, provincial, national et régional et même continental,
à ce moment-là, les agriculteurs auront suffisamment de moyens, ils vont se former dans de nouvelles technologies, adopter leurs mutations vers les secteurs modernes. À ce moment-là, il n'y aura plus un secteur en appendice de l'économie moderne, mais on aura une économie intégrée où les secteurs informels et ruraux se muteront vers la modernité et on aura une seule économie qui sera prospère. À ce moment-là, le taux de croissance qui sera réalisé par cette économie aura des répercussions sur tous les acteurs parce que, en fait, tout le monde participe dans ces lois. Donc, il y a la participation populaire. Le Congo, en soi, est passé de plusieurs réformes, c'est-à-dire pas seulement des autres secteurs, même des secteurs agricoles. Et vous venez dire qu'il faudra encore réformer ces secteurs, peut-être penser à un système ou à un nouveau système, comme vous le dites, coopératif. Mais quel type de coopérative dont vous parlez? Oui, et les coopératives existent depuis l'époque coloniale. Les systèmes coopératifs faisaient partie de la politique agricole coloniale. Sauf que il y a eu d'abord en 1921, on avait autorisé seulement les populations européennes à faire les coopératives. Ce n'est qu'en 1949 qu'on a autorisé les autochtones à créer aussi des coopératives. Et à ce moment-là, les coopératives ont contribué à la production agricole. Et il faudrait noter que même dans les pays développés occidentaux, l'agriculture, c'est le domaine de coopératives. Parce qu'on ne peut pas en même temps rechercher le financement, produire les intrants, produire tout ça. Il y a une organisation. Les producteurs s'occupent de l'agriculture. Il y a sa coopérative qui s'occupe des problèmes d'intrants et des financements. Et dès qu'il a produit, il amène la production à sa coopérative qui s'occupe de la vente. Parce que aujourd'hui, les vendeurs, les producteurs sont ruinés par les intermédiaires qui sont là au marché, qui reçoivent, qui spéculent à la baisse au niveau du producteur et à la hausse au niveau des consommateurs. Et c'est eux qui gagnent le plus dans les secteurs agricoles et non les producteurs. Ce qui décourage même les producteurs. Et on ne sait pas, avec un marché aussi désorganisé pour les produits vivriers, espérer vraiment que l'agriculture connaisse un essor. C'est pourquoi, avec les systèmes coopératifs, on peut espérer que l'agriculture soit relancée dans notre pays. Alors, juste en parlant de ça, nous allons suivre aussi un élément du président d'un secteur agricole qui a dit un mot sur les appuis, le banque qui leur fait défaut, surtout dans leur domaine. Suivez. Le gouvernement doit nous appuyer parce que nous assistons au développement de notre capitale. Le gouvernement doit jeter un coup d'œil à notre égard. Parce que quand on parle peut-être de nourrir la population, nous sommes parmi les gens qui contribuent. Nous voulons aussi que le gouvernement puisse songer à nous dans le sens que on peut avoir peut-être le banque de crédit agricole qui peut venir auprès de nous, qui peut venir nous soutenir. Mais jusque-là, aucun coup d'œil à notre égard. Vous pensez, est-ce que vous êtes du même avis que le président en disant que le président de ces secteurs agricoles? En fait, il y a aussi au niveau des secteurs financiers en Afrique qui est dualiste aussi, qui s'occupe des secteurs modernes et l'informel et les domaines ruraux. Parce que au Congo, il n'y a pas de banque agricole, vous savez, ou en Afrique, c'est un peu rare. Oui, le problème aussi, c'est qu'il faut organiser d'abord les agriculteurs. On a eu des banques agricoles, hein, n'oubliez pas. Nos anciennes... Oui, on a eu dans ce pays des banques agricoles, mais qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce que, en fait, le modèle de gestion du secteur agricole ne convenait pas. On doit arriver à ce que, dans un premier temps,
c'est de booster la production agricole, les rendements agricoles à l'hectare avec des coopératives agricoles. À ce moment-là, les revenus créés seront épargnés. Alors, les populations rurales auront besoin maintenant, ou épargner, ils auront besoin de créer maintenant des coopératives d'épargne et les coopératives d'épargne vont créer des fonds pour investir dans les autres branches de l'économie et dans les sociales, l'éducation et tout. C'est de cette façon-là que les mondes rural, les collectivités locales deviendront de vrais pôles de développement économique en Afrique. Nous avons quand même observé, pas seulement observé, sillonné un peu les gens qui sont dans ces secteurs agricoles. Vous savez, les avis sont toujours partagés. Certains pensent mieux, comme vous le dites, il faudra une banque agricole, mais les autres disent, mais hélas, nous étions là. D'ailleurs, c'est ces banques agricoles qui nous ont poussés vers la faillite. Et c'est maintenant que nous avons repris quand même nos activités. Et qu'est-ce que vous allez dire à cette population agricole qui a perdu toute la confiance vers une banque? Quand vous arrivez à cette situation où toutes les possibilités sont bouchées, c'est à ce moment-là que les gens ont besoin de créer des coopératives. Vous savez, les coopératives se sont développées après la grande dépression économique de 1929. Quand toutes les entreprises dans les pays occidentaux ont fait faillite, les gens se sont retrouvés seuls, abandonnés, sans rien faire. Et c'est la nécessité qui a poussé les gens à se mettre en groupe pour exploiter les potentiels qui existent, les ressources encore disponibles et monter leur coopérative et aller dans des activités économiques. C'est pour dire que l'attitude de l'agriculteur ou de la population au niveau rural ne devrait plus rester à attendre une assistance en dehors de leur propre milieu. Les systèmes coopératifs, c'est le self-help, donc l'effort personnel, l'aide à soi-même. C'est l'engagement de résoudre ces problèmes existentiels par ses propres moyens, en comptant les uns sur les autres et en mutualisant le peu de ressources qui est disponible. Si les populations au niveau rural se mettaient d'abord à se réorganiser sur le plan agricole et de se réunir en coopérative pour peser sur le marché et mettre de côté les intermédiaires qui sont en train de les ruiner, à ce moment-là, leur revenu va s'améliorer. Ils peuvent maintenant eux-mêmes organiser les coopératives d'épargne et de crédit. Donc, ça vient automatiquement. Se débarrasser de ces intermédiaires-là n'est pas chose facile, du fait que ce sont pratiquement des propriétaires des débouchés ou des marchés où ils vont vendre leurs biens. Et se débarrasser comme ça d'emblée, parce qu'on a créé un système coopératif, vous ne voyez pas que c'est un peu difficile? Oui, justement, les coopératives, par essence, ont été créées pour changer les rapports économiques. De façon que le plus grand objectif, c'est d'aboutir à la réduction des coûts en éliminant le profit injustifié et des surenchères des intermédiaires. Par essence, les systèmes coopératifs, c'est cela. Donc, si vous mettez des systèmes coopératifs en marche et vous créez que les populations aient intériorisé l'idéologie. Il faudra une sensibilisation, Absolument. Une éducation Absolument. sur le système coopératif à l'égard de ces Absolument. secteurs-là. Absolument. Ouais. Et c'est comme ça que nous disons que l'approche des réformes induites par les systèmes coopératifs se présente en 3 dimensions. Lesquelles? Il y a d'abord l'amélioration du système éducatif, donc former les gens à cette culture coopérative, apprendre aux gens à travailler ensemble, à mettre ensemble leurs moyens pour peser sur le marché. Et si nous restons au premier point lié à l'éducation, vous savez, aujourd'hui, peu de familles préfèrent envoyer leurs enfants faire l'agronomie.
C'est devenu presque un domaine esquissé entre guillemets de gens qui ne sont pas utilisés après les études. Et comment faire pour pousser ces jeunes-là à aller vers ces domaines-là qu'ils croient un domaine défavorisant pour leur bien-être futur? Dans l'approche coopérative, suivant cette approche, ce n'est pas simplement ceux qui font l'agronomie qui seront formés, mais on répand, on diffuse la doctrine coopérative à tout le monde. Cela veut dire que à la fin de chaque cycle, que ce soit primaire, secondaire ou universitaire, ou recyclage. Oui, et les recyclages, il faudrait prévoir des programmes pour enseigner les systèmes coopératifs aux récipiendaires et que leur donner aussi l'occasion de monter des projets. Et c'est à ce niveau que le pouvoir public pouvait intervenir pour disponibiliser des moyens pratiques pour que les gens, ces étudiants puissent monter des projets et qu'il y ait des financements pour ces projets. Et donc là, ce n'est pas que les gens devront faire l'agronomie forcément, non. Les gens qu'à tous les niveaux, qu'on partage cette culture-là. Vous savez, il y a des pays qui ont été bâtis sur base de la tradition coopérative. Quand l'esprit coopératif est ancré dans une nation, vous avez cette capacité-là d'affronter n'importe quelle difficulté et n'importe quel danger. Nous pensons que le système coopératif en soi est une éducation et ça permet à la population de s'auto-organiser, de s'auto-gérer dans des institutions qui prônent la solidarité et la participation de tout le monde dans l'effort pour la résolution des problèmes d'abord existentiels et tous les autres problèmes viendront. La deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est la coopération agricole. Donc, mettre les gens ensemble pour produire dans l'agriculture. Et avec les revenus qui seront créés dans ce secteur, on peut créer maintenant, amener les fonds dans le milieu rural. C'est l'extension du système financier national vers le milieu rural, ce que nous appelons la financiarisation rurale ou la bancarisation, si vous voulez. Nous y croyons. Voilà. Donc, pour l'avenir. Voilà une autre façon de bancariser le monde rural. Que diriez-vous à la population rurale qui vit dans le ville ou dans les milieux urbains? Les gens qui devaient produire dans le milieu rural, aujourd'hui, ils sont dans le milieu urbain, ils travaillent efficacement. À l'égard de cet exode rural, est-ce que vous croyez, même si vous installez ces nouveaux systèmes-là, qui vont travailler? Dès lors qu'on va réorganiser les marchés agricoles, et aujourd'hui on a la chance même d'avoir des marchés agricoles électroniques, donc avec les e-commerce, on peut faire des marchés agricoles et éliminer tous ces intermédiaires qui ruinent les producteurs. À ce moment-là, l'agriculture deviendra une profession intéressante. Et à ce moment, attirant, je me dis. Oui, c'est à ce moment-là on pourrait attirer vers la campagne tous ceux qui sont en détresse alimentaire et sociale dans les villes. Parce que pour la plupart, ils sont en mal d'intégration dans les villes. Et donc, si l'agriculture apportait la solution par le jeu du système coopératif, c'est à ce moment-là que, créant des revenus, le monde agricole deviendra le pôle de développement. Et alors, tout le surplus de la population qui traîne dans les villes pourra... On va peut-être aller au village. Hein? Absolument. C'est aussi un bon milieu pour vivre. Absolument. Et surtout de faire des revenus. Beaucoup. Parce que, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le fait qu'il y ait des intermédiaires dans le secteur agricole et des transporteurs qui ruinent les agriculteurs, le système est devenu peu attrayant. Et les producteurs sont découragés. Oui, c'est fatigant, c'est démotivant. Vous avez pris tout votre temps pour produire et vous n'arrivez même pas à rembourser même le fonds que vous a poussé. Oui. C'est un peu compliqué. Et en une heure, l'intermédiaire gagne plus que vous qui avez travaillé pendant 6 ou 8 mois. Et donc,
C'est inconcevable. Voilà, C'est c'est ce qui décourage les producteurs. Voilà pourquoi les producteurs abandonnent le village pour venir en ville. Et comme aussi le système est dualiste, dès qu'on décentralise même l'économie par la création de coopératives d'eau, d'électricité, de logements et tout ça, des entreprises propres dans des provinces qui associent, qui dans le capital, les coopératives, à ce moment-là, les provinces deviendront intéressantes et il y aura maintenant, je ne sais pas comment on va appeler ça, exode vers le village, donc ce sera... peut-être l'exode urbain. Voilà, donc ce sera l'opération inverse. Le contraire. Nous le souhaitons. Voilà, donc les gens ne vont plus rester oisifs dans des villes et ils reviendront pour produire dans les cités parce que ça sera intéressant à ce moment-là. Vous savez, il y a un autre problème qui dérange ces secteurs-là, c'est l'informel. C'est la clé du développement de l'Afrique en général, l'agriculture, mais aussi de la République démocratique du Congo. Vous pensez avec ces nouveaux systèmes coopératifs, ça va mettre frein ou arrêter ce qu'on appelle l'informel? L'informel, par essence, c'est le rejet du système moderne. C'est un peu des gens qui sont écartés de la loi. Non, ils ont été abandonnés. Donc, le train est passé et ils ont été abandonnés et ils se débrouillent dans des activités de survie. Il est question de remettre ces gens-là dans le train et que la locomotive les tire tous ensemble. Donc, ce n'est pas économiquement rentable d'avoir un secteur informel aussi hypertrophié. Parce que les secteurs informel et n'a pas des critères de gestion de tout ça et tout. Et dans un pays, on mesure la productivité générale des facteurs. Cela veut dire tout ce que vous produisez dans votre pays, c'est par rapport à quelles ressources que vous avez utilisées. Or, dans le secteur informel, il n'y a pas rationalité. Donc, on gaspille trop de ressources pour peu de résultats. Et on ne peut pas se développer avec un système pareil. Parce que se développer, c'est d'abord, dans l'ensemble de pays, il faut que la productivité générale des facteurs soit très élevée. Quand vous prenez des pays comme les États-Unis, donc tout ce qui est produit est rationnellement produit et à un très haut niveau. Presque la marge du gaspillage est faible. Est très faible. Est très faible dans une économie. Et c'est ce qui fait la force d'une économie. Mais quand vous avez un secteur informel aussi hypertrophié, ça devient comme produire un cure-dent en abattant un arbre. Donc, voilà. Donc vous allez perdre beaucoup de ressources de cette façon-là. Au niveau de pouvoir public, il faut cibler les facteurs ou les obstacles à la croissance, établir leurs priorités et les réformes en fonction de la résolution de ces obstacles. On peut voir, par exemple, pour être une entreprise officielle, il faut payer les taxes d'enregistrement dans autant de ministères. La multiplication des taxes, c'est-à-dire des motifs aussi. Absolument. Beaucoup d'entre. Parce que la croissance est fondée sur l'accumulation de capital par les entrepreneurs et l'esprit d'entreprise. Cela veut dire que les gens entreprennent. Donc, si au niveau de l'accumulation, vous avez un système fiscal prohibitif. Si vous payez toutes les taxes, vous êtes ruiné. Et en même temps, vous avez trop de formalités pour prester ou faire valoir votre esprit d'entreprise. À ce moment-là, le système ne peut pas marcher. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, s'attendre à ce que les gens quittent les formels pour venir dans le système formel en leur demandant de payer des droits d'enregistrement à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pourquoi ne pas le faire gratuitement? Comme ça, c'est lui qui monte une entreprise, il n'a qu'à aller chercher des papiers officiels et il démarre son entreprise. Mais quand vous demandez, vous montez un petit truc, on vous dit non, il faut avoir les papiers de tel service, c'est combien? Autant de dollars. C'est autant de dollars. Alors, je préfère rester dans mon coin
sans papier, et puis puis j'évolue. Et les gens achètent ce que je produis. Voilà, ça me suffit. Alors que c'est une fuite monétaire pour l'État congolais ou pour les trésors publics. Et aussi, celui qui opère de cette façon-là, à la sauvette, ne peut pas être un bon manager, ne peut pas être un grand entrepreneur. Nous avons aussi interviewé un des responsables qui gère les ONG, les petites et moyennes entreprises, qui a dit un mot. Qui regroupe des entreprises individuelles. Une des difficultés que nous avons aussi, c'est la concurrence de l'activité informelle dans ce que nous faisons. Mais cette activité informelle, c'est pas, je ne veux pas ici je ne sors pas l'aspect des compatriotes congolais, tout ça qui sont dans les activités, mais dans l'informel. Non. Ici, je suis en train de relever un problème sur la part de l'économie informelle due à la migration non contrôlée, non maîtrisée. Et beaucoup de gens arrivent dans notre pays parce que les frontières sont poreuses et cela alimente l'activité informelle également. Et ils font une grande concurrence parce qu'ils ont d'autres appuis, parce qu'ils ont trouvé sur le terrain déjà des gens de leur nationalité ou autres qui se sont déjà organisés. Et quand un pays n'arrive pas à mieux maîtriser la migration, ceux-là, dites-vous bien, quand ils arrivent, ils alimentent l'économie informelle. Donc nous avons ce problème. Alors, que diriez-vous aux autorités africaines qui nous suivent de partout pour le développement de l'Afrique, mais aussi aux autorités congolaises pour le développement durable de la République démocratique du Congo? Nous dirons, nous profitons de cette tribune pour s'adresser d'abord à l'élite, parce qu'il faudrait un travail intellectuel pour adapter la doctrine coopérative et d'autres paradigmes de développement à la situation de l'Afrique. N'oubliez pas que c'est tous les pays du monde qui sont maintenant à la croisée de chemin, parce que les modèles économiques qui ont permis aux pays d'avancer les décennies passées ne sont plus adaptés à la situation actuelle et ne seront même pas adaptés au monde vers lequel nous allons, vu la 4e révolution électronique que nous attendons, dans laquelle nous sommes déjà embarqués. Et donc, l'élite doit réfléchir sur la manière d'utiliser les potentiels qui existent. Parce que le sous-développement, c'est d'abord l'insuffisance dans l'exploitation du potentiel. Voilà. Nous avons un fort potentiel que nous pouvons utiliser. Mais comment l'utiliser? Voilà le problème. Et là, nous avons observé constaté que les systèmes modernes et traditionnels, et ce système dualiste et extraverti, laissent un pan entier de notre économie inexploité. Le système coopératif permettra alors de tonifier la dynamique de la production dans les secteurs informels et ruraux afin qu'ils puissent opérer les changements. Les populations vont accepter des changements sur le plan technique, sur le plan managérial, afin de rejoindre le secteur formel et être dans une seule économie dynamique qui pourra exploiter toutes les chaînes de valeur dans les zones rurales et dans le monde moderne. C'est de cette façon-là que nous pourrons progresser comme le pays d'Asie l'ont fait. Et au pouvoir public, c'est le moment de ne pas se disperser dans beaucoup d'objectifs. Il faut se concentrer sur les vrais obstacles à la croissance de l'Afrique. C'est à ce moment-là qu'on pourra engager des réformes qui seront payantes en termes de croissance et dans l'amélioration du bien-être de la population. Pour le physocrate, seule la terre est rentable parce que le commerce et l'industrie produisent sans pour autant multiplier, alors que la terre produit ainsi que multiplie. Seul le système coopératif permettra le développement durable dans les secteurs agricoles, mais aussi de nos différentes économies
économies africaines. Alors qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra que l'État soutienne ces systèmes coopératifs. Ils sont nombreux, ils y travaillent, mais parfois il manque beaucoup de choses à l'égard des financements, mais aussi des CIRTAS. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, pas seulement au Congo, partout en Afrique, nous avons presque le même problème des secteurs. On sait où payer la taxe, où ne pas payer la taxe. C'est maintenant que les autorités africaines doivent travailler pour unifier le taxe, pourquoi pas leurs impôts, pour motiver ou encore donner l'envie à la population africaine, mais aussi à la population congolaise d'investir dans ces secteurs pour un développement durable. Ainsi, excellente suite de programmes sur la chaîne nationale congolaise, ensemble avec M. Albert Loutete. Nous vous disons au revoir et à très vite.